Et on est parti pour la partie 2. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Eco Bricoleur. Aujourd'hui, on est actuellement le 3 mars 2025. Ça va faire 3 jours que j'ai posté la première partie. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier. Je cumule actuellement 2400 vues à l'heure où je vous parle. Une centaine de likes et franchement beaucoup de commentaires positifs. Beaucoup de nouveaux abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. Merci. Forcément, il fallait bien que ça tombe. Mon premier commentaire négatif. Bon, je pense que voilà, ça fait partie du jeu de la création de contenu. Je pense pas que ça soit le dernier commentaire comme ça. Mais ça m'a fait un petit peu mal au cœur quand même parce que la personne m'a accusé de plagiat. Pour ceux qui me suivent sur mon compte TikTok, ça fait maintenant près d'un an que justement je vous pose pas mal de contenu par rapport à ce projet. Je vous ai montré un petit peu le premier prototype, les premiers tests dans mon ancien logement. Et là actuellement, cette nouvelle version toute neuve, toute fraîche. Et ouais, c'est vrai que se faire accuser de plagiat après tant de travail, ça fait mal au cœur. Je préfère être transparent avec vous. Je me permettrai jamais de copier un créateur de contenu sans au minimum le citer. Et vraiment, ce projet, il est vraiment authentique. Je crois que la personne qui m'accuse de plagiat, c'est par rapport aux composants. Moi, je travaille beaucoup avec ChatGPT, qui est une IA assez connue. Et c'est ChatGPT qui m'a conseillé de prendre ces composants parce qu'à la base, l'électronique, c'est pas forcément mon domaine. Et malheureusement, si d'autres créateurs ont utilisé des composants similaires aux miens, je peux pas contrôler ça malheureusement. Mais ça veut pas dire que j'ai plagié la personne. De toute façon, pour faire un routeur solaire, on a besoin de ces composants. Donc, j'ai pas vraiment compris ce que la personne a voulu dire, mais vraiment, je le répète, je me permettrai jamais de copier quelqu'un. À minima, je cite la personne et je lui dis un grand merci, c'est lui qui a réalisé ce projet, moi je l'ai simplement refait, mais jamais je dirais j'ai fabriqué ça alors que j'ai copié quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Justement, pour vous redonner du contexte par rapport à ce projet, moi je me suis inspiré du youtubeur Bernabé. C'est lui qui m'a donné envie de réaliser ce projet à l'époque, il y a quelques années. Il avait fait une petite vidéo sympa, il avait créé un petit routeur avec un petit variateur manuel. Et justement, j'avais adoré son concept. Moi, il faut savoir que de base, je suis développeur de métier. Et du coup, tout de suite, j'ai eu plein d'idées en tête de plein de choses qu'on pourrait faire sur cette base-là. Et justement, par rapport à sa vidéo, je me suis dit plus tard, quand je vais m'équiper de panneaux solaires, j'ai envie de créer un routeur solaire ultime. J'ai envie de faire un truc complet. Et c'est ce que j'ai fait dans ce projet-là. Sur ces belles paroles, je vous propose de débuter cette partie 2. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé un petit peu de changer ma manière de faire. Sur la partie 1, ce que j'avais fait, c'est que j'avais réalisé d'abord et ensuite je vous avais montré en vous donnant des explications. Sur cette partie, on va changer un petit peu le procédé. Depuis la partie 1, le programme n'a pas avancé et du coup, on va le faire ensemble en live. Comme ça, vous allez pouvoir voir en temps réel l'évolution de mon projet. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran. On se retrouve sur notre plan 3D un peu plus tard dans la vidéo, on va parler un petit peu du programme. Mais actuellement, tout de suite, on est en début de semaine, il faut que je fasse un point par rapport aux composants parce que actuellement, je vais devoir commander des pièces pour pouvoir continuer la suite, pour pouvoir faire nos premiers tests. Donc, on va faire un petit point ensemble. Alors, tout ce qui est ESP32 alimentation, ça c'est OK. Tout ce qui est JSY, c'est parfait également. Sur notre relais, c'est nickel. Par contre, pour le dimmer, donc le variateur de puissance, il va me manquer une pièce par rapport au ventilateur. En fait, je m'explique, le dimmer, il est alimenté en 5 volts. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que à partir de l'ESP32, qui fonctionne en 3,3 volts, je vais devoir contrôler la vitesse du ventilateur. Il va falloir que je commande des composants. Et également, justement, il va me falloir un capteur de température. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Pour en fait capturer la température du boîtier. Et par rapport à ça, on va mettre en route le ventilateur au maximum, voir si on atteint des températures trop limites et qu'on n'arrive pas à refroidir. Et on met le routeur en sécurité, on stoppe temporairement le fonctionnement juste à temps que le routeur refroidisse un petit peu et ensuite on remet en route. Donc c'est important, on n'a pas envie que notre logement prenne feu, notre boîtier prenne feu. On prend le maximum de précautions. Quelque chose que je n'ai pas précisé également, c'est que j'ai imprimé mon boîtier en PETG+, et de mémoire cette matière, elle peut tenir aisément 70 degrés à l'intérieur du boîtier sans déformation majeure. Idéalement, je recommande de l'ABS, mais l'ABS c'est difficile à imprimer, plus toxique, donc il faut imprimé dans une pièce assez spécifique. Et voilà, moi j'avais pas forcément ces conditions là, j'ai préféré prendre du PETG+, mais il va falloir faire attention à nos températures. L'avantage c'est que dans mon cas de figure, mon chauffe-eau normalement consomme au maximum 1500 watts à confirmer, donc normalement le boîtier devrait pas trop chauffer, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Et normalement par rapport à mon ancien boîtier, si on ventile bien, les 3000 watts ça détient aisément, il n'y a pas de souci, j'avais déjà essayé. Maintenant si vous envoyez 6000 watts que vous laissez en plein soleil, évidemment ça va causer
poser des soucis de déformation, ça va chauffer fortement. Mais dans tous les cas, on va essayer de gérer côté programme pour que vraiment on dépasse pas les 70 degrés à l'intérieur du boîtier. Idéalement, une plage de 60 degrés, on commence à limiter. On va essayer de gérer au maximum à l'intérieur du boîtier pour que dans tous les cas de figure, on n'ait pas une température plus élevée que 65 degrés. À partir de ça, on va commencer à créer des limitations. Alors, je suis pas encore sûr de la valeur alors je vous parle. Là, c'est vraiment oral. On va voir une fois qu'on va passer au programme. Mais je pense que cette plage est plutôt correcte. Bon, du coup, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur ce contrôleur de moteur. Bon, il existe sûrement plus simple, hein, mais là, pour 45 centimes, je vais pas m'embêter. On a une alimentation d'entrée de 5 volts jusqu'à 36 volts et on a la sortie qui est le ventilateur. Le ventilateur est en 5 volts, 0,2 ampères. Donc, c'est parfait. À partir de notre ESP32, on va pouvoir contrôler notre moteur avec ce contrôleur. Je l'ajoute au panier. Maintenant, il me reste plus qu'un capteur de température. Alors là, je viens de trouver un capteur de température qui a l'air simple, hein, compatible Arduino. Donc Arduino ESP32, c'est la même chose. On va le commander, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, les pièces sont commandées. Je pense qu'il faut compter un petit délai de plus ou moins 2 semaines. En général, sur AliExpress, c'est à peu près les délais. Donc ça arrivera en partie 3. Nous, pour le moment, ça va pas nous déranger parce que c'est des pièces qui sont liées à la refroidissement du variateur de puissance. Et on n'en est pas encore là. Et au pire des cas, je peux le faire fonctionner sans faire tourner le refroidissement. Donc nous, pour le moment, on va se consacrer à la partie programme. Je vais vous présenter un petit peu mon programme, ce qu'on va faire. Dans la partie précédente, je vous avais présenté rapidement l'écran principal. Je vais vous le remontrer là et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Puis on va le faire ensemble. Let's go! Bon, on se retrouve côté programme. Alors, avant même de vous présenter comment j'ai structuré mon code, je vais essayer de vous donner un peu plus de contexte parce que ça va peut-être pas trop vous parler cet environnement. Pour ceux qui ont déjà fait un programme sous Arduino ESP32 ou autre microcontrôleur programmable, vous avez sûrement utilisé le logiciel Arduino IDE, qui est le logiciel fourni par Arduino, qui vous permet de faire un programme et de l'envoyer vers votre microcontrôleur. Sauf que le souci de cette IDE, donc un IDE c'est un éditeur de code, c'est un logiciel. Le souci de cette IDE, c'est que vous avez qu'un seul fichier en fait qui va être qui peut faire 800, 900, 1000 lignes, voire beaucoup plus. Quand on travaille sur du gros programme, en fait, ça va pas être gérable, en fait. C'est bordélique, faut s'organiser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé d'IDE. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, à la base, je suis développeur web et j'ai l'habitude de développer sous le logiciel VS Code. VS Code, c'est un logiciel de Microsoft, si je dis pas de bêtises, qui est multi-langage de programmation, hein. C'est très connu chez les développeurs. Et on a une personne qui a développé une extension qui s'appelle Platform.io. Et donc Platform.io, c'est trop cool parce que ça va vous permettre de découper votre code en plein de fichiers différents, les classer dans des dossiers, etc. pour être organisé, pour faire du code propre, structuré. Nous, c'est exactement ce qu'on cherche, donc ça tombe bien, c'est parfait. Et en plus, c'est un petit peu plus optimisé. Bref, c'est beaucoup plus puissant que Arduino IDE quand vous devez développer des gros programmes comme mon projet actuellement. Bon, là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà fait des petits programmes, hein. Peut-être que vous n'y connaissez rien du tout en programmation et que là, je vous parle japonais ou chinois. Mais voilà, pour ceux qui ont déjà fait du code Arduino, ça va vous parler parce que là, par exemple, je suis sur mon fichier main.cpp et on y retrouve notre fonction setup et notre fonction loop qui sont les fonctions principales lorsqu'on fait un programme sous Arduino IDE. Maintenant, comment ça fonctionne? Écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait chaque fonction du routeur en un fichier distinct. Par exemple, ici en vert, vous pouvez voir ce que j'ai appelé des managers ou des contrôleurs. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un manager, un contrôleur, tout ça, je comprends rien. Et en fait, ce que j'ai appelé un manager, par exemple ici, j'ai Wi-Fi Manager, c'est un fichier qui va grouper toutes les fonctions de notre routeur qui sont liées à la Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on va avoir l'état de la Wi-Fi, les configurations, les tâches liées à la Wi-Fi, etc., etc. Et quand on va avoir besoin d'obtenir une information liée à la Wi-Fi ou de modifier quelque chose lié à la Wi-Fi, ça peut être tout un tas de choses, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre fichier Wi-Fi Manager. On est dans la fonction setup. Donc setup, c'est la fonction qui s'exécute une seule fois lors du démarrage de l'ESP32. Et là, par exemple, je vais appeler la fonction begin qui se trouve à l'intérieur de Wi-Fi Manager. Et du coup, vous pouvez le voir dans tous mes managers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction begin. Je sais pas si je suis très clair. Si vous n'y connaissez rien en programmation, c'est peut-être pas évident de comprendre. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder en détail Wi-Fi Manager. Ça va peut-être être un peu plus parlant pour vous. Wi-Fi Manager, on peut le voir à gauche, il est découpé en deux formes de fichiers. On a un fichier .h et un fichier CPP. Alors le fichier .h, ça va surtout être pour déclarer vos fonctions, vos valeurs. Mais votre code, il est écrit dans le fichier CPP.
Et ici, j'ai fait ce qu'on appelle une classe. Dans cette classe, il y a des valeurs qui sont accessibles en public et des valeurs qui sont accessibles en privé. C'est quoi la différence? C'est que les valeurs qui sont accessibles en privé sont seulement accessibles en interne dans le fichier wifi manager.cpp, alors que les fonctions publiques vont pouvoir être appelées dans des fichiers extérieurs. C'est une forme de sécurité, on va dire. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. C'est pas forcément quelque chose de définitif, mais actuellement, par rapport à mon besoin, ça match. On va pas chercher plus loin que ça. Et ici, on peut voir tout un tas de fonctions que j'ai justement. Ici, on retrouve notre fonction begin. J'ai une fonction reset wifi qui permet, à partir de l'interface dans les menus de configuration qu'on a vu dans la partie 1, si j'appuie sur OK, ça efface la Wi-Fi. Et à partir de là, je vais pouvoir reconfigurer ma Wi-Fi. Is Wi-Fi connected qui renvoie vrai ou faux, qui permet en fait simplement de demander est-ce qu'on est connecté en Wi-Fi. Bref, on a plein d'autres fonctions. Et par exemple, ici, si je veux me servir de is Wi-Fi connected, et ben si vous avez bien compris, je retourne dans mon fichier main et j'aurai juste à écrire ici Wi-Fi manager, deux points, et il me propose même tout ce que je peux faire. Et là, je peux faire is connected Wi-Fi. Donc par exemple, si je veux faire une condition, je vais dire if, entre parenthèses, Wi-Fi is connected. Et ici, je vais faire mon action. Donc, c'est super pratique parce que ça veut dire qu'à chaque endroit de l'application que je vais travailler, je vais pouvoir récupérer des informations d'autres composants, d'autres managers, ce qui permet d'éviter de faire des gros blocs de code à chaque fois et de me répéter. En plus, c'est plus optimisé parce que c'est stocké au même endroit dans la RAM. Bref, c'est clairement la meilleure méthode. De toute façon, c'est la meilleure manière de faire, c'est la meilleure pratique. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent mes managers. Et tout à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une tâche qui s'appelle Home Task. Donc une tâche, c'est quoi? En fait, c'est une boucle infinie, c'est la même chose que vous avez en bas dans Loop, qui s'exécute en tâche de fond. C'est une bonne pratique d'utiliser des tâches. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai créé une tâche qui s'appelle Home Task, et cette tâche, elle est réservée à l'écran de la page d'accueil. Si j'appuie sur le bouton Home, je vais quitter la tâche Home Task et je vais ouvrir la tâche Setting Task. Et si je rappuie sur le bouton Home, je vais quitter la task Setting Task pour ouvrir la task Home Task, parce que c'est deux tâches distinctes, une qui gère l'écran d'accueil et une qui gère tout ce qui est menu de configuration. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vais pas détailler dans tout ce que j'ai fait parce que la vidéo sinon elle dure 4 heures. J'ai essayé d'aller un petit peu à l'essentiel, à ce qui nous intéresse, à ce qui vous intéresse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un code ensemble. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, c'est notre écran principal, c'est le Home Task que je vous ai montré. Et actuellement, ce que j'ai fait, c'est uniquement graphique. C'est-à-dire que les valeurs qui sont affichées ne sont pas des valeurs réelles, mais sont des valeurs qu'on va appeler des valeurs en dur, des valeurs fictives. En fait, juste avant le tournage de la partie 1, je venais de terminer un manager qui s'appelle Serial Manager. Le but de ce manager, c'est de gérer des ports série, des ports serial. Qu'est-ce que des ports série? Et ben en fait, notre ESP32 S3, il a deux ports série. C'est ce qui permet de recevoir et d'envoyer des données vers un module. Nous, nos modules, c'est nos JSY. On a deux JSY, donc on a besoin de deux ports série. Parce que ce qu'il faut savoir, dans un JSY, il lit les données des pinceaux paramétriques, mais il a son propre programme interne où il va stocker la lecture qu'il effectue. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va communiquer avec notre ESP32 via le port série. Donc on a deux câbles. On a un câble de réception et un câble d'envoi. Pareil sur le ESP32, ce qui fait que nos data, nos données, puissent communiquer ensemble. Donc je venais de faire le Serial Manager, il n'est pas forcément encore définitif, mais ça fonctionnait, j'arrivais à lire les deux modules GSY, j'arrivais à récupérer toutes les données énergétiques de ces modules, et ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut afficher les données en temps réel sur l'écran d'accueil, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Comme ça, on va pouvoir essayer directement sur mon compteur électrique pour voir ce que ça donne. C'est parti. Donc j'ai ouvert mon fichier Serial Manager. Et là, je suis en train de me dire, je suis dans la... Comment je vais pouvoir leur expliquer parce que là, c'est vraiment plus complexe niveau code. Ça requiert quand même un peu plus d'expérience. Franchement, je vais vous expliquer de manière très grossière, très simple. Ici, dans mes deux premières lignes, je charge mes deux modules JSY. Et en fait, ici, regardez dans mon begin, j'ai mis un message justement initialisation des modules JSY. En fait, je vais essayer de tenter une connexion en port série avec le port de base. Et en fait, quand on consulte la documentation technique du JSY, on se rend compte qu'on peut augmenter la vitesse. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu exploiter au maximum. Donc ça veut dire que si j'arrive à me connecter avec le port par défaut, je vais le mettre à jour pour le mettre en vitesse maximum. Et si j'arrive pas à me connecter, il y a deux cas de figure. Ou bien il y a un problème technique avec le module, impossible de communiquer. Ou alors ça signifie qu'il est déjà avec la nouvelle vitesse à jour. Et si il a déjà la nouvelle vitesse, il va réussir à se connecter avec le nouveau port. Grosso modo, c'est ça. Je vous la fais très simple et très courte. Une fois que j'arrive à me connecter, je vais créer une tâche par module.
Et la tâche, ce qu'elle va faire, c'est que toutes les 100 millisecondes, elle va lire les données du JSY. Et on va faire ça pour les deux modules. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction qui s'appelle getModuleData, que je vais pouvoir appeler à l'extérieur de ce fichier Serial Manager, qui va me permettre justement de récolter toutes les données du module que je lui demande. C'est cette fonction qui va nous permettre, dans notre page d'accueil, d'afficher les données que j'ai besoin par rapport aux données récupérées du module JSY. Alors, on va regarder ça ensemble. Ici, on retourne dans le fichier main et on peut voir que ma tâche ici, HomeTask, si je fais CTRL, clic, ça m'ouvre directement le fichier. C'est un raccourci, hein, c'est génial. Et ici, j'ai ma tâche HomeTask qui est une boucle infinie. Et à l'intérieur de cette tâche, ici, on a Display Home Screen. Alors, dans ce fichier, c'est encore un petit peu le bazar parce que justement, je suis encore en train de travailler sur cette partie et j'ai pas réorganisé mon code. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette partie ici où on va retrouver tout ce que je fais actuellement. Vous voyez, là, on peut voir aujourd'hui, conso, 0 kWh, prod. Tout ça, en fait, c'est ce qui est affiché sur mon écran sur la page d'accueil. En fait, on sélectionne un axe X et un axe Y pour positionner notre élément. Ici, on a deux lignes où on récupère les données du module. Donc, module 1 récupère ma fonction, vous le voyez ici, getModule avec 0, qui est le port 0, en fait, le port série 0. Et par rapport à ça, je vais pouvoir faire mes actions. Et on va regarder ça ensemble, justement. Du coup, les gars, je voulais qu'on le fasse en live, mais je me suis rendu compte que j'avais fait un premier test. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais affiché les voltages en watts parce que, en fait, j'avais pas relié mes pinces ampères-métriques. Et je voulais essayer d'afficher une valeur tirée du JSY pour voir si ça arrivait quand même à s'afficher correctement. Bien sûr, le voltage, c'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer cette valeur. On va afficher les watts. Donc ici, ce que je fais, c'est que j'appelle mon module 1 avec le channel 1. C'est quoi le channel 1? En fait, c'est l'emplacement de la pince ampère-métrique. On a deux pinces ampère-métriques, donc channel 1 et channel 2. Ici, pour la sortie EDF, on va dire qu'on est sur le channel 1. Mais au lieu d'afficher le voltage, on va afficher les watts. Ah non, c'est vrai, ça s'appelle pas watt. J'avais appelé ça current. Et donc, du coup, on modifie la valeur voltage 1. On va écrire watt 1. Ici, maintenant, une fois que je vais compiler le programme et l'envoyer dans mon ESP32, on devrait avoir les watts qui s'affichent en temps réel. Ici, on a Fire. Fire, en fait, c'est le nom de l'icône. C'est notre chauffe-eau. Ou l'élément qu'on route, c'est pas forcément un chauffe-eau. J'avais déjà mis le module 2, par contre, j'avais laissé voltage. Je pense qu'en fait, je me souviens, j'avais fait des tests sur les trois valeurs avec le voltage. Donc, du coup, je vais remplacer voltage par les watts. C'est parti! Voilà, c'est fait. Ah non, on a une petite erreur encore. Ah oui, c'est normal, j'avais oublié ça. Ok, mais ça va toujours pas. Ah oui, c'est normal. Ici, j'ai mis le même nom que la valeur du dessous. Donc ici, je vais l'appeler watt value. Voilà, c'est parfait. Et du coup, il nous reste notre dernier élément qui était ici. Voilà, j'avais pas fait attention. Qui sont les watts d'arrivée du panneau solaire. Malheureusement, là, actuellement, je peux pas l'essayer. Parce qu'en fait, j'ai pas la phase, j'ai pas accès à la phase. J'ai directement le câble électrique avec le neutre, la phase et la terre. Et pour mesurer l'arrivée des panneaux solaires, on doit se brancher sur la phase uniquement. Bon, je modifie quand même le code par principe. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler le programme. Et ensuite, on va, dans le garage, on va essayer ça directement ensemble. C'est parti! Bon, j'ai essayé de faire un premier build pour voir si ça fonctionne. Donc un build, c'est quoi? C'est qu'on essaie de compiler le programme pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Je vois que c'est nickel, j'ai success. Donc maintenant, je peux upload le programme sur le SP32. C'est parti. C'est parfait, le programme est upload correctement sur l'ESP32. Là, je viens de voir au niveau de l'écran que ça vient de se recharger, donc l'ESP32 a mis à jour le programme et a redémarré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon câble 220 volts, je vais débrancher le port USB et on va aller directement dans mon garage. Je vais trouver une prise USB pour alimenter le ESP32 quand même. Je vais brancher mes petites pinces ampères-métriques et comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est parti! Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon in ici. La sortie, pour l'instant, on s'en fout. Et ensuite, je vais mettre ici ma petite prise pour les capteurs. Et je vous reprends. Donc voilà, j'ai relié le plus et le moins. On voit pas très bien.
La terre, de toute façon, j'en ai pas encore, donc... J'ai plus qu'à brancher ma petite prise avec mes 2 pinces ampères métriques. Donc, elle passe ici. Forcément, le câble, il va m'embêter. Hop. Et du coup, ça se plug juste ici. Alors, c'est pas évident de le faire à une main. Hop. Là. Voilà. Il nous reste plus qu'à refermer notre cache ici. Et ben, j'ai plus qu'à déplacer tout ça vers mon garage. On va essayer de brancher tout ça sur le compteur électrique. C'est parti. Petit update, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. En réalité, vous savez, j'ai écrit current. Il fallait pas écrire current. Current, c'est pour les ampères. Du coup, j'avais une valeur qui s'affichait, mais en ampères. Donc moi, j'avais appelé ça power. Alors, je vais changer power. Je vais pas forcément vous montrer. Vous avez compris. Donc voilà, hein, c'est ici, j'ai écrit power au lieu de current qu'on a mis tout à l'heure. Et là, je suis en train de renvoyer le programme. Une fois que c'est renvoyé, on se retrouve directement dans mon garage. Et voilà les amis, là je vois que la maison consomme 2400 watts. Bon, on voit bien ici. Donc c'est top, hein, franchement. C'est assez réactif, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui consomme autant. Mais c'est vrai que j'ai disjoncté tout mon tableau électrique pour pouvoir brancher mes pinces ampères métriques ici. Donc du coup, forcément, le chauffage a dû se remettre en route et ce qui fait qu'on monte dans les watts. Mais en tout cas, c'est vraiment top. Il me manque la deuxième pince que je peux pas mettre parce que, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai pas accès à la phase seule pour ma prise des panneaux solaires. En fait, je suis vraiment sur une prise comme ça en 220 volts. Et il me faudrait que je fasse un petit trou pour pouvoir mettre la pince. En tout cas, c'est trop cool parce que ça veut dire que notre objectif numéro 1 a fonctionné. Donc, je suis content de vous avoir montré ça, même si c'est pas grand chose en soi. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer beaucoup parce que faire des vidéos et développer en même temps, c'est long. Je perds beaucoup trop de temps. Donc, demain, journée off, je vais essayer d'avancer à fond sur le système de log. Comme ça, l'objectif pour vendredi, ça serait de pouvoir sortir cette partie 2. Donc on coupe, je vais travailler là-dessus et je vous reprends quand j'aurai fini cette journée off. Salut! On se retrouve quelques jours plus tard. Bon, vous, il s'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, on est le jeudi 6 mars 2025. On a de la chance, on a un beau soleil, je vais vous montrer ça. Et du coup, il s'est passé 8 à 10 heures de code depuis que je vous ai quitté. Ce que j'ai fait, c'est que en priorité, j'ai travaillé la partie du dessous du menu principal. C'est-à-dire la partie des données en temps réel. Donc vous allez voir, j'ai fait une animation, c'est sympa. On va regarder directement dans mon garage ce que ça donne. J'ai réussi à me raccorder sur la phase de mes panneaux solaires. En fait, sur mon tableau électrique directement, je me suis raccordé sur la phase de l'entrée de ma prise électrique du panneau solaire. Donc comme ça, au final, on a la même chose. Donc c'est parti, on va en route vers mon garage. Et du coup, regardez le temps qu'il fait, on a vraiment de la chance pour nos tests. Pour un début du mois de mars, en plus, ça fait super plaisir. Le beau temps revient. Il commence à faire bon dehors. Il fait 15 degrés, je crois. C'est vraiment agréable. Voilà, on est dans mon garage. Je parle pas très fort parce que les voisins sont à côté. Je vais vous montrer tout de suite le routeur solaire. Donc voilà le routeur. Bon, actuellement, je travaille sur la partie du dessous. J'ai pas encore fait le dessus. Enfin, je l'ai enlevé temporairement. Mais j'ai ajouté une petite animation. C'est vraiment stylé. Comme ça, on peut voir le sens du courant. Par exemple, là, je vois que je suis en train de renvoyer du surplus. Et on a le nombre de watts en temps réel. Franchement, c'est pas mal. Là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai 1 watt. Mais en fait, je pense que j'ai compris pourquoi. Je pense qu'il mesure également le module, le variateur de puissance, en fait. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Hein. Soit je modifie le câblage, soit je me dis si j'ai moins de 5 watts, je dis qu'il y a 0 watts, en fait. Donc en fait, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu mieux structuré mon code. J'ai tout réorganisé. J'ai amélioré également un petit peu plus la logique. Et j'ai ajouté une petite animation que vous avez pu voir par rapport aux petits traits. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de voir le sens du courant. Ça permet de savoir si on est en train d'envoyer ou recevoir du courant. Bon, en réalité, pour les panneaux solaires et pour le variateur de puissance, le chauffe-eau, le sens est unique, donc ça sera toujours le même. Par contre, pour la sortie EDF, c'est intéressant parce que on va savoir d'un coup d'œil si on est en train de prendre du courant ou alors si on est en train d'envoyer du courant. Et du coup, pour la partie du dessus du routeur, je pense que ça sera l'objet de la prochaine vidéo, donc de la partie 3.
Comme ça va me permettre un petit peu d'essayer de faire mes premiers tests et d'avoir mes premiers tours pour pouvoir vous le présenter. C'est pas forcément évident de vous montrer mon développement et en plus de faire des vidéos. Ça demande du temps et c'est très très long le développement. Là, vous avez vu depuis le cut, j'ai passé peut-être 8 heures à coder. Bon, vous avez pas vu ce que j'ai fait sur la partie des logs. Mais voilà, même restructurer pour refaire la petite animation, etc. Ça m'a demandé quand même pas mal d'heures, facile 4-5 heures. Donc si en plus je dois me filmer en vous expliquant ligne par ligne, je pense que je vais pas m'en sortir. Mais dites-moi si ce format-là vous plaît. Je vais essayer de faire le mieux possible pour vous montrer le maximum de détails. Et là, mon objectif, ça va être d'essayer de faire une vidéo par semaine. Donc tous les vendredis, ça serait bien. En tout cas, là, je vais terminer le montage pour sortir cette vidéo demain, donc le vendredi 7 mars. Mais on reparlera de tout ça, de toute façon, dans la prochaine vidéo, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ça me permettrait un petit peu de mettre la chaîne en avant. J'ai prévu plein de nouveaux projets, en plus, ça va être trop bien. Et n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Tu peux également me suivre sur TikTok, j'essaie de faire des vidéos tous les jours sur l'avancement du routeur, donc avant la sortie de la vidéo long format sur YouTube. Et bien sûr, si t'as pas encore vu la partie 1, elle est disponible juste ici. Donc nous on se quitte et on se dit à vendredi prochain si tout va bien. Salut les gars!